Salut tout le monde, c'est Pantinax et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va créer un Notion maison. Alors il n'y a pas longtemps on me demandait comment fonctionnait Notion, donc avec son système de blocs. Et du coup plutôt que de le reproduire de A à Z, j'ai trouvé une librairie qui s'appelle Editor.js qui utilise le même système de génération du coup de contenu que Notion, donc vous pouvez voir à l'écran. Editor.js qui est du coup un système de gestion de blocs codé en JavaScript. Et du coup qui propose à peu près la même fonction comme on voit ici sur la démo, avec un système ici voilà de sélection de blocs. Euh, Oups, ok, on peut transformer tout simplement comme ceci les différents blocs, changer l'ordre des listes, etc., etc. Donc je trouve intéressant de mettre ça en pratique et de voir comment on va pouvoir faire un genre de Notion du coup à peu près fonctionnel avec du coup un système de connexion d'inscription, l'ajout de pages et la modification de pages et la suppression forcément. Donc on va voir ça tout de suite en créant le projet Symfony. Je vais du coup ouvrir un terminal, utiliser le CLI Symfony, Symfony New, -webapp Symfony Notion. Hop. Et du coup on va créer l'application Symfony directement ici. Alors je vous conseille de jeter un coup d'œil à la documentation qui est pas mal faite hein, d'EditorJS si vous voulez en apprendre plus sur la manière dont c'est fait. Il y a aussi le code source sur GitHub et vous pourrez d'ailleurs retrouver le code source du projet que l'on va développer ensemble sur GitHub dans la description de ma vidéo. Donc on a un premier repo en fait qui contient EditorJS en lui-même et sur la page d'accueil on voit voilà on a tous les plugins en fait qui sont disponibles. En fait un plugin représente un bloc. Donc si on veut ajouter voilà, la prise en charge d'autres blocs, il faudra installer aussi ces packages-là avec npm ou peu importe le package manager que vous utilisez. Il faudra installer les plugins supplémentaires, donc on va en installer plusieurs tout à l'heure pour voir comment ça fonctionne, comment enregistrer les états en base de données et comment les charger. Ok, mon projet a été créé, je vais pouvoir l'ouvrir avec PHP Storm et on va être parti pour commencer ce qui nous intéresse, la programmation de Notion. Alors la première chose que l'on va faire, c'est installer Webpack encore pour pouvoir bundler nos fichiers JavaScript. Donc si je vais dans template base.html.twig, je retrouve le code ici à rentrer dans la console. Composer require Symfony Webpack encore bundle. Ok. On nous dit aussi que ce package-là est abandonné. On va du coup directement le supprimer depuis Symfony 6.2. Le package est abandonné. Voilà. Hop. On le retire. Je ne vais pas avoir besoin non plus de Messenger. Est-ce que c'est remove, c'est ça? Ok. Alors du coup, j'ai pas lancé, j'ai pas écrit Symfony Doctrine Messenger. Composer remove. Hop. Pour qu'il le désinstalle correctement. Est-ce que l'on a quelque chose dans la config qui lui plaît pas? Ouais, le messenger.yaml ne s'est pas supprimé, donc on va le supprimer directement. Dans le .env, on va supprimer ceci. Ok, ça va pas être trop mal. Voilà. Alors moi j'ai une base de données MySQL, donc je vais supprimer cette ligne, la ligne SQLite. Le compte c'est root sans mot de passe, sans local. Et on va utiliser une base de données qui va s'appeler Symfony Notion. Donc ce que l'on va faire, c'est créer l'entité user. Symfony console make 2.user, donc là c'est pas compliqué. Nous on va vouloir du coup une classe qui s'appelle user, on va devoir la stocker en base de données. On va utiliser tout simplement le username mais pas d'adresse email. Oui, on va hacher les passwords. Ok. On va ensuite créer l'entité page. Donc l'entité, ça va être. Donc il va y avoir un ID, il va y avoir le titre de la page, string 255, pourquoi pas. Non, le champ ne doit pas être nul, il est obligatoire. Content, qui va du coup contenir le JSON en fait de nos blocs. Donc ça va être de type texte. Euh, Nullable, il ne sera pas nullable. Ce sera un tableau vide en fait quand il n'y aura rien dedans.
Euh, on peut dire ça, ou alors tu verras quand tu crées la page à la base, ça peut être nul. Y a pas, c'est pas bien grave. Ok, et un champ create date pour savoir quand est-ce que la page a été créée. Ça me paraît pas mal. Il nous faut rajouter owner, qui va être de type relation, qui va être du coup eh bien, le créateur de la page, hein, le user, en many to one, car on a qu'un seul utilisateur par page. Et une page n'est liée qu'à un seul utilisateur. Non, une page a toujours un propriétaire. User get pages, on veut effectivement y accéder. Ok, tac. Migration, qu'est-ce que l'on a comme problème? Route, deux points, ah, j'ai laissé le point d'exclamation. Ok, et doctrine migration, migrate. Et on devrait avoir eh bien, notre base de données, Symfony qui est ok, très bien. Alors ensuite, on va s'occuper de créer le contrôleur, nos deux contrôleurs, make deux points, contrôleur page, et le contrôleur user. Ok, parfait. Voilà. User controller. Donc dans notre user controller, on va avoir trois fonctions, une fonction login, une fonction register, une fonction logout. On va déjà créer la fonction login. Donc je renomme index en login. La route ce sera /users /login parce que je l'ai décidé ainsi. App underscore login. Une fonction login du coup en Symfony attend en paramètre un objet authentications utils comme ceci. Nous dans le template on va retirer tout le code ici. Le title on va utiliser connexion, on va écrire connexion tout simplement. Extend base.html.twig, donc là on est dans alors petit je supprime. Ok, impeccable. On est dans le dossier template user index.html.twig. On va le renommer login.html.twig. Parfait, et ici pareil, on return du coup ceci, login. Et en paramètres, on va récupérer deux choses. Premièrement, erreur, avec authentication utils get last authentication error. C'est ce qui va nous permettre de récupérer l'erreur de connexion, s'il y en a eu une, lorsque l'on va poster le formulaire. Authentication utile get last username. Et donc tout ceci, on le passe en paramètres. Erreur. On passe error à notre vue. Last username. Last username. Du coup ici, il va nous falloir créer notre formulaire. On va utiliser le bon vieux Bootstrap, du coup avec npm install bootstrap save, pour pouvoir avoir un design pas trop sale sans se prendre la tête. On utilise du coup la classe container, une classe pro. On va vouloir centrer notre formulaire. Donc je vais utiliser callXL offset XL3. En fait, ce sera centré uniquement sur les grands écrans. Si jamais on a eu une erreur du coup qui est définie, if error, alors du coup on va faire apparaître une div avec comme contenu error.message qui trans error.message data. Donc là je récupère simplement ce qui est écrit dans la doc de Symfony pour traduire les codes d'erreur en message d'erreur lisible. Ok. Donc ça, c'est pour l'erreur. Ensuite, il faut créer le formulaire. Le formulaire, du coup, on va lui donner une action vers le chemin app login. Mais par contre, on va poster ce formulaire, donc on utilise méthode post. On va créer un label, du coup, identifiant. Ce label va être pour notre input username. Il va être juste en dessous. Input classe form control. Type texte. Alors, on va utiliser tout simplement name égale underscore username. Hop,
Alors on peut mettre le name ici, ID, username, du coup pour avoir le lien avec le label. On va utiliser du coup le password. On va créer le champ password ensuite. Type password, ID password, name password avec un underscore devant, très important, car c'est comme ça que Symfony, le framework Symfony, va retrouver les champs à prendre en compte pour la connexion. Ensuite, il nous faut du coup utiliser un CSRF token pour ajouter une petite couche de sécurité à notre formulaire. CSRF token, value égale, et là on utilise une fonction CSRF token. Il faut que ce token s'appelle Authenticate, pareil, pour que Symfony puisse vérifier l'authenticité de la soumission du formulaire. Button. Alors on va mettre un button pas trop moche. btn-primary. W100 pour qu'il s'adapte à la taille du formulaire, des champs au-dessus. Type submit, du coup, pour soumettre le formulaire. Et le bouton avec le texte connexion. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, du coup, pour pouvoir tester en live, dans le dossier asset, on va supprimer le dossier contrôleur, le dossier bootstrap, enfin le fichier bootstrap.js, le fichier contrôleur.json. Dans webpack.config.js, on va faire en sorte du coup de désactiver le stimulus bridge. Alors, je vais d'ailleurs relancer mon PHP Storm parce que je vois qu'il n'y a pas l'autocomplétion en JS, tout était souligné. Ok. Ce que l'on va faire, c'est activer le Sass loader. Oh, et le reste, on va pouvoir le dégager. Donc, dans le fichier app.js et styles, styles d'abord, on va le renommer du coup en app.scss pour pouvoir profiter des fichiers CSS de Bootstrap. Dans le contenu du fichier app.scss, on va du coup le remplacer par @import bootstrap. Alors, on va utiliser ceci. Voilà. Import bootstrap /scss /bootstrap. Alors, je crois qu'il faut installer Sass savedev et Sass loader pour pouvoir charger les fichiers de style SCSS. npm run dev, on va voir si ça va fonctionner. En même temps, je vais lancer, voilà, c'est bon, je vais lancer mon serveur Symfony avec la fonction Symfony serve. On va regarder si ça fonctionne ici. Ok, pas mal. Alors, on va aller sur la route /user/login. Et c'est parfait. On n'a pas rajouté tag dans login. En dessous, hop, on va utiliser un MB3 en dessous pour le mot de passe, dans le champ mot de passe, au niveau de la classe, pour avoir, voilà, ici, une petite marge. Très bien. Donc là, c'est pour la connexion. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va copier le body. On va créer un fichier, enfin, on va tout copier, en fait. Et on va créer un fichier register.html.twig pour faire la page d'inscription. Hop. Inscription à connexion. Donc là, on va écrire inscription à la place. Le CSRF token, on va l'appeler register plutôt que authenticate. Donc là, on peut mettre n'importe quel nom, il n'y a pas de problème. Pour ce CSRF là, ça va pas être géré par le framework Symfony en lui-même, en fait, pas par un fonctionnement interne, mais par un autre fonctionnement à nous. Du coup, name ici, on va retirer les underscores, il n'y en a pas besoin. Je vais l'appeler token ici, pour simplifier le traitement des données. Et ici, il ne faut pas l'action sur app login, mais app register, que l'on va créer directement dans le contrôleur. Hop. Alors déjà, on va créer logout. Logout qui est juste une fonction vide. Et du coup, register ensuite. Register. Ici, c'est app underscore logout. Et ici, c'est app underscore register. Ok. On retourne rien ici. Très bien. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin du authentication util, du coup. On retourne en register. Comme vu.
On va avoir besoin par contre de l'Entity Manager pour pouvoir créer notre objet user, de la request pour détecter que la request est de type post, et du user password hasher interface pour hasher le mot de passe, et du coup sécuriser eh bien, la base de données, particulièrement les utilisateurs. Avant de continuer, on va configurer le fichier security YAML, package security. On va pouvoir, alors je vais zoomer un petit peu, décommenter tout ça. Ok. Donc après main, on va utiliser la clé form login, deux points. Alors dans main, voilà. Il faut activer du coup les CSRF avec enable CSRF true. Il faut indiquer le chemin du login. Donc là, c'est app login. Pareil pour le checkpass. Si jamais on voulait faire des vérifications supplémentaires, mais là on n'en a pas besoin, donc on utilise le même. Et enfin, on indique le chemin du logout, c'est app underscore logout. Tout simplement. User controller, du coup, on va pouvoir faire le register en récupérant les paramètres avec request all. Donc la propriété request contient tous les paramètres d'une requête post. On va aller sur la route register. J'ai malheureusement effectivement pas supprimé ceci, il n'y aura pas d'erreur comme ça au niveau du register. On va faire un die and dump des paramètres pour voir si on les reçoit bien. Admin, voilà, inscription. Ok, donc là on a bien envoyé tout ce qu'il faut. If request is méthode, et là à partir de là on va pouvoir identifier si la méthode est de type post, et on va traiter le formulaire uniquement si le CSRF token est valide avec la fonction is CSRF token valide. L'ID c'est register, et donc le token c'est comme on a vu, c'est parameters de token, hein, ça correspond au champ name du formulaire. Name, password, username et token. Voilà ce que l'on va recevoir. Hop. Uniquement dans ce cas-là, on va du coup créer un nouvel utilisateur. Voilà. User set username parameters de username. On va définir le password aussi. Parameters de password. On va utiliser l'entity manager pour persister en base de données notre user, pour l'insérer. Et on utilise flush pour valider la transaction, la comité. On va pouvoir lancer l'inscription. Ok. On a bien notre user qui s'est inscrit. Alors ce que l'on va faire, c'est, alors je supprime la base de données. Lorsque l'on s'inscrit, on va faire un return this redirect to root. Et comme ça, on va directement aller sur la page login. Pour simplifier la vie de l'utilisateur. Inscription, tac, on se retrouve sur la page de connexion. Et là, on va pouvoir utiliser la connexion. Alors, on obtient valid credentials. C'est parce qu'on n'a pas haché le mot de passe. My bad. Il nous faut utiliser le password hasher. Hash password. Il nous faut passer en paramètre le user. Et en deuxième paramètre, le password. On va pouvoir du coup réutiliser l'inscription, se connecter. Et voilà. On devrait être connecté. Si je vais sur slash users slash login, ouais, on est connecté quand on est bien sur cette page-là. Très bien. Donc maintenant, on va s'occuper de la page contrôleur pour pouvoir, du page contrôleur et du template pour pouvoir gérer notre Notion. Alors dans page contrôleur, ce que l'on va faire, c'est que la fonction index va prendre en paramètre un ID qui n'est pas obligatoire, comme ceci. Et du coup, une page sera injectée par le biais de cet ID, s'il y en a une. On va prendre en paramètre aussi page repository pour pouvoir faire une requête tout à l'heure. Alors, le contrôleur name, hop,
Alors ça, on va utiliser page.title. Tac. On va l'appeler même current page égale page. Et ici, ça va être toutes les pages. Page repo. Alors, find all. Ça va être aussi, enfin, ça peut plutôt être d'ailleurs get user, get pages. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser une annotation, méthode get, alors user, entity, get user, voilà, pour indiquer que notre contrôleur retourne un utilisateur de type user et pas user interface. Comme ça, on a accès à cette méthode avec l'autocomplétion du coup de PHP Storm. Donc là, forcément, si je vais sur la page d'accueil, on va avoir un problème parce que déjà, premièrement, j'ai pas bien nommé ma page, mais surtout, j'ai une page qui n'existe pas. Voilà, c'est nul. Donc ce que l'on va faire, c'est que si je n'ai pas de page, là, pour simplifier la démarche, hein, je vais tout simplement créer une page. Page égale new page. Et donc, je vais utiliser l'entity manager ici. Je vais l'injecter. Entity manager interface, EM. EM persist page. EM flush. OK. Voilà. Et du coup, return this redirect to root app page avec en paramètre page getID. Alors d'ailleurs, ce que l'on va faire, c'est dans notre entité page, modifier ici l'ID. On ne va pas vouloir un ID généré, comme ceci. D'ailleurs, on va indiquer aussi que la taille de notre ID va être de 32 caractères, comme Notion. Et on va générer l'ID à la création de notre page. This ID égale. Pour obtenir 32 caractères aléatoires, j'ai trouvé du coup la possibilité de convertir des bytes. Donc 16 bytes random, binaire sous format hexadécimal nous donne 32 caractères sous forme de chaîne, donc c'est parfait. D'ailleurs, ça va être une chaîne de caractères. Ensuite, this created at, à la création d'une entité, c'est égal à new datetime. Alors d'ailleurs, datetime immutable. Ok. De base, on va indiquer aussi que bien le titre est égal à 100 titres. Voilà. Tout simplement. On va pouvoir du coup lancer Symfony pour faire la modification. Make migration. Pour modifier... ah, ok. Faut que je modifie l'environnement. Alors, parce que là... Tac. Je dois pas avoir la bonne version. Voilà, serveur version. C'est ça qu'il faut que je mette. Hop. Voilà, ça marche bien. Et je migre. Ok. Impeccable. Donc je vais tenter de créer du coup ma page comme ceci. Pareil, d'ailleurs, là par contre, on va passer en paramètre le user, qui va être le owner. This owner égale owner. Obligatoire pour créer une page d'avoir l'utilisateur. This get user. Pour du coup avoir toujours un utilisateur, sur le contrôleur, on va rajouter la notation is granted. Il faut que l'utilisateur soit authenticated fully, soit complètement connecté pour avoir accès à toutes les routes de ce contrôleur. Alors, j'actualise. Malheureusement, j'ai pas modifié les getters et les setters, my bad.
getID string. J'actualise. Ok, vous voyez, j'ai bien mon ID ici qui a été généré. Et si je vais dans... Voilà, j'ai bien mes deux pages qui ont été créées. Alors, je vais les supprimer toutes les deux. Hop. Et voilà, j'ai bien une page qui a été créée. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un tour dans la description de cette vidéo et de récupérer le template de base. Du coup, parce qu'il contient du code de Bootstrap, bon, qui est pas très intéressant, on va dire, à perdre 10 minutes pour faire ça. Donc, je vous invite à le copier et à du coup, eh bien, le placer dans le fichier base.html.twig. Alors même faire un CTRL-A et CTRL-V. Et on va actualiser la page et voilà ce que vous devez voir apparaître si tout se passe bien. Alors, il y a un peu de code Twig, alors notamment cette partie-là. Du coup, en fait, tout ce que vous voyez à gauche n'apparaît uniquement si on est connecté avec ce ici. On va le rajouter aussi au niveau du script JS, qui est en bas, dans le bloc JavaScript, pour n'afficher, enfin n'exécuter le code JavaScript que lorsque l'on est connecté. Ok. Alors, ce que l'on va pouvoir rajouter, c'est la liste des pages dans notre espace de travail ici, dans ce LUL, pardon. Dans ce UL. Ce template est utilisé donc partout, avec l'extend ici de base, et on passe ici les pages en paramètres. Ce que l'on va faire, c'est faire un for pages, page in pages, et du coup là, on va eh bien rajouter des LI. Tac. Page.title. Et voyez, on a bien 100 titres. Bon, alors forcément, on va mettre un peu de style, parce que là, c'est pas beau du tout. Et d'ailleurs, même un lien. A, href, hop. Ah, ok. Donc, le href, ça va être app, alors passe de app de page, avec en paramètre un ID. ID, page.id. Directement, ce qu'on va pouvoir mettre, c'est ici page title. On va pouvoir du coup rajouter pas mal de classes. Alors je les ai ici, link dark, pour rester en accord avec le thème que je vous ai fait copier, coller. Inline flex, text décoration known. Et du coup, alors là, si on actualise, que l'on regarde ce que ça donne. Ok, c'est pas beau. Est-ce que c'est normal que ce soit pas beau comme ça? Oui, effectivement, toujours dans la description, vous aurez le fichier app.css, du coup, que vous allez pouvoir copier-coller. Pareil qu'on parle du CSS propre au thème. Hop. Et du coup, si j'actualise, alors le npm run watch, il faut que je le réexécute pour compiler le JS et le CSS. Ah. Ok. Voilà, ça rend déjà beaucoup mieux. Ok. Donc ce que l'on va faire, c'est afficher le petit rond vert là quand on est sur la page actuelle. Donc après le text decoration none, on va rajouter if current if page.id est égal à current page.id. Alors on va mettre la classe active. Voilà. Si je change de page, on a bien la transition qui se fait. Parfait. Ce que l'on va faire, c'est donner une classe aussi qui va être en fait la classe. Alors, on va appeler ça encore page. Ça, c'est une encre. Et du coup, c'est une encre qui est en lien avec les pages. Et alors, on va faire ça comme ceci. Classe. Et après, on va utiliser data id égale page.id. Alors ça, on va s'en servir pour le JavaScript. On a l'id ici, voilà.
tout simplement. Ok, donc on a nos, pardon, nos pages de listées. Le bouton des connexions, on va directement ajouter le href, passe de app logout, des connexions. Hop, on se retrouve sur la page de login, on se reconnecte, et c'est parfait. Alors ce que l'on va faire maintenant, c'est créer une sorte d'API pour pouvoir faire des interactions avec nos pages. Donc la première que l'on va faire, c'est la route pour ajouter une page. Donc on va créer une fonction qu'on va appeler add. On va définir une route du coup. App underscore page underscore add. Le page repo ici, bon, on va pas l'utiliser pour le moment. On va voir. On utilise les pages ici. En fait, ce que l'on pourrait faire, c'est pour récupérer les pages dans un certain ordre. Parce que là, je sais plus si on peut. On peut pas les order comme ça. Bon, on pourrait les faire autrement, mais là pour le moment, c'est pas le moment de réfléchir à ça. On va déjà effectivement faire à peu près la même chose qu'ici. Tac. On va récupérer l'entity manager interface aussi. Hop. Et on va faire une réponse JSON du coup pour retourner à. Alors on va appeler ça result page get ID. On renvoie le pardon l'ID de la page que l'on vient de créer du coup pour pouvoir effectuer des opérations après en JavaScript. On va avoir ensuite une autre fonction. On va créer la fonction delete. D'ailleurs, la fonction add, on va vouloir utiliser uniquement la méthode post pour créer nos ressources. Donc, on utilise méthode de .post comme ceci. Niveau de delete, alors pareil pour la route, par contre, pardon. Et on va utiliser slash pages slash rien pour ajouter. Pour supprimer slash pages slash et on veut obligatoirement l'ID bien d'une page. Méthode delete. On prend du coup en paramètre une page. Grâce à l'ID, on devrait trouver une page. Dans un premier temps, si on ne trouve pas la page, on va du coup envoyer une réponse JSON. JSON, alors avec un tableau vide. Mais par contre, on va renvoyer response HTTP not found. Voilà, une erreur 404. Donc là de même, on va injecter l'entity manager interface. Alors on pourrait le mettre dans un constructeur ou bien créer un service aussi pour éviter de l'appeler 36 fois. Mais là, comme le projet va être assez pas très gros, on se permet de faire ça comme ça. Emflush. Et du coup, return this JSON. Bon là, j'ai pas grand chose à dire dans mon résultat de return. Donc de return. Alors je renvoie nul. Toujours la clé résulte, comme ça on va pas se poser la question en JS. On saura que la réponse ce sera résulte. Pourquoi pas. Et ensuite, la fonction update. Une fonction update. Là, on va utiliser la méthode patch. Tac. Update slash pages, toujours avec un ID. On va utiliser la méthode get et patch pour envoyer, vous allez voir après, plus tard, pour récupérer en fait uniquement des informations sur cette page. Donc si jamais on n'a pas de page, de même, on va return ceci. La page, on la prend en paramètre. Ce que l'on veut, c'est aussi la request. Return. Donc, si tout se passe bien, on return une réponse JSON avec en résulte title page get title content JSON décode de page get content.
En fait, on va stocker d'une réponse JSON à l'intérieur de ce contenu. Donc, si jamais la request est de type patch, on va mettre à jour en fait la page avant de renvoyer son contenu. C'est ça le principe. En fait, si on appelle cette page par get, on va récupérer uniquement le contenu. Si on l'appelle par patch, on va modifier le contenu, puis le renvoyer. Donc du coup, le contenu de la requête, c'est JSON décode de request get content pour récupérer le body. On passe un paramètre true pour avoir un tableau associatif. Si jamais content de content est défini avec la fonction isSet, donc si jamais il contient bien ces données, alors page set content content de content. Deuxième cas, ensuite, si jamais, alors on va copier ceci, voilà, hop. Si jamais le titre est défini dans la body, du coup là on va utiliser set title. Voilà. Et ce que l'on fait, c'est que l'on appelle this em pardon em flush, qu'il faut d'ailleurs que j'injecte. Pardon, entity manager interface, on devrait l'avoir. Em, ok. Par contre, on a mal géré les indentations. Ok, ok, ok. Pas mal. Bien. Alors maintenant qu'on a notre mini API qui a été développé, eh bien, on va forcément appeler ces fonctions depuis le JavaScript pour intégrer notre Notion dynamique. Alors, dans le fichier app.js, on va créer un événement document.add event listener DOM content loaded. Donc, une fois que notre document est correctement chargé, on va créer une classe. Voilà, la classe app. Et en fait, une fois que notre document est correctement chargé, on va bien lancer la construction d'une nouvelle instance de cette classe. Constructeur, voilà. Ok. Donc là, on va avoir pas mal de choses à faire. Alors, premièrement, ça va être d'installer @editor.js/editor.js. Moins save. Ok. Donc, on va installer ceci. On va installer @editor.js/header pour installer les outils de vidding, les listes et ensuite les tables pour voir comment ça se passe les plugins. On va voir ces trois plugins là. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est ceci. C'est importer. Mince. Hop. Voilà. On importe ceci depuis les différents packages que l'on a installés. On va aussi importer Dropdown from Bootstrap. Et si on va sur la doc de Bootstrap, on va les initialiser. Alors ça se passe ici. On copie ceci depuis getbootstrap.com. On va créer une fonction que l'on va appeler enable dropdowns. Et ce que j'ai copié, je le mets ici. J'enlève bootstrap point et j'utilise dropdown. Je mets un petit point virgule. À la construction, du coup, j'appelle la fonction this.enable dropdown. Vous voyez que là, en fait, le dropdown ne fonctionne pas. Si j'actualise ma page, il fonctionne du coup grâce à mon bout de code que j'ai ajouté. Ça, c'est parfait. Ce que l'on va faire, du coup, c'est forcément alors créer une fonction qui s'appelle init.editor. This.editor. Alors, on va créer d'ailleurs une propriété editor pour y avoir accès partout dans notre classe. @type editor.js. This.editor égale new editor.js et on peut passer des paramètres. Holder, editor, en fait, c'est l'ID de la div dans lequel on va ajouter l'éditeur.
Donc là, dans page index.html.twig, on va créer div class container mt5 margin top 5, div class row, div class, mince, j'ai pas été dedans, div class call. Ce que l'on va faire, c'est du coup une call xl6 offset xl3 pour centrer, ce sera ici le titre. Donc je crée un input, type égale texte, classe form control LG, ID page title pour pouvoir y avoir accès dans le JavaScript au title, placeholder son titre, et value current page.title. Pour ajouter, voilà, Aria Label égale titre. Donc ça, c'est la première chose, la première ligne. Ensuite, div class row, div class call, et là, on va mettre div id égale editor pour pouvoir bien placer notre editor. On va actualiser la page. La fonction initEditor, il faut effectivement l'appeler en JS, sinon on va avoir un problème si on ne l'appelle pas. On va l'appeler, pas dans le constructeur, mais ici, car on va devoir utiliser quelque chose d'abord, juste après. On a notre éditeur qui est ici, vous voyez. Et voilà, ça fonctionne super bien, ça c'est cool. Ok. Cet éditeur, on va du coup lui ajouter les différents plugins que l'on a installés, parce que là vous avez vu qu'il n'y a que le texte. Pour ce faire, il faut utiliser, alors déjà je vois qu'il y a des logs ici qui apparaissent. Log level, je vais juste vouloir loguer quand il y a des erreurs. Ensuite, je vais utiliser les tools, header, header, list, et table, table. Donc là, en fait, on importe les objets que l'on a importés ici. On actualise, plus, et voilà. J'ai mes tables, mes headings, et mes listes. Parfait. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est, pour faire nos requêtes vers nos contrôleurs en PHP, créer un fichier JavaScript que je vais appeler api.js. Je vais créer une classe qui s'appelle API. Et je vais créer des fonctions statiques. Static delete égale, donc c'est des fonctions asynchrones, qui va prendre en paramètre un URL et un body. Hop, avec la fonction anonyme, forcément. Voilà. On va utiliser l'API fetch, await fetch, l'URL, et en request init, méthode delete, body, body. On va faire de même pour get, patch et post. Get, patch, post. Alors, au niveau de get, on n'aura pas ici de paramètres à passer. Alors nous, tout ce que l'on fait, c'est return await response JSON. Ah, de même ici. Voilà. Méthode ici, ça va être post. Méthode ici, ça va être patch. Et ben, on est plutôt pas trop mal. Donc ça va être des fonctions que l'on va pouvoir appeler depuis notre classe. Et du coup, ça va être du code un peu moins répétitif, entre guillemets, même si on pourrait largement optimiser cette fonction, mais au moins là, on a juste à les appeler comme ça dans notre classe. Donc par exemple, bah, il va nous falloir en fait la fonction fetch content, on va appeler ça comme ça. Fetch current page. Alors là, ce qu'il nous faut, c'est récupérer la page ID. Donc on va créer une propriété qu'on va appeler page ID, qui va être de type string. Hop. Et donc,
this.pageid, c'est égal à quoi? C'est égal à window.location.href. Alors là, on récupère en fait ce que l'on a dans la barre d'adresse. Ce que l'on va faire, c'est splitter en fonction des slash et récupérer .pop le dernier élément. Puisque l'id se situe bien après le dernier slash. Et là, on a notre page ID. Au niveau du coup de la requête, fetch, on va utiliser await API.get /pages this.pageid. Ok. C'est quelque chose que l'on va retourner. Point résulte, il me semble. Si l'on va dans mon page controller, voilà, point résulte, et on veut là, oui, comme ceci. Donc du coup, là, ce que l'on va faire, c'est définir, bien, tout simplement, un objet currentPage, app.currentPage égale app, await app.fetchCurrentPage. Et dans l'init editor, ce que l'on va pouvoir ajouter, c'est blocks, c'est data, pardon, je crois. Je me renseigne. Ouais, donc data, blocks, this.currentPage.content. On va actualiser ceci. API not defined. Ah, on ne l'a pas importé. Il faut utiliser effectivement export default API. Et forcément, si je ne l'importe pas, ça devrait être mieux. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? La route n'est pas allo delete. On va regarder ça ici. App page add. Ah oui, forcément ici, il faut renommer update. Et ceci en delete. Ça marchera mieux. Je me retrouve avec content title. Parfait. Du coup. Ok. On va regarder. Alors ça n'a pas besoin. On va regarder fetch current page. On va d'abord regarder console.log de ceci. Undefined, sympa. On va regarder ça comme ça. D'accord. Alors effectivement, il faut que je mette ça entre parenthèses et point résulte pour pouvoir accéder. Voilà, title content. Donc là, je vais pouvoir réécrire app.currentPage égale await app.fetchCurrentPage. Et voilà, je n'ai plus d'erreur. Parfait. Ce que l'on va directement créer, c'est la fonction de sauvegarde. Alors, dans un événement, en fait, on va vouloir sauvegarder quand l'utilisateur quitte la page, automatiquement, et pas à chaque changement. Dans le constructeur, on va ajouter un event, window.addEventListener, before unload. C'est une fonction asynchrone. Alors, ce que l'on va faire, c'est créer data, property data, content, on va mettre entre parenthèses await this.editor et on a une fonction save. Et nous, ce que l'on va récupérer, c'est les blocs. Simplement. Title. Alors title, pour l'instant, on va pas le définir, il faut récupérer le contenu. Pour l'instant, on va juste tester le content. API.patch. Et donc, ce que l'on fait, c'est un peu comme tout à l'heure, /pages this.pageid.
Et par contre, on passe en paramètre les données JSON.stringify de data. Et on va actualiser notre page. On va écrire test. On va actualiser. Et on va voir si c'est passé. Alors, console. OK. On va voir si ça passe. Des fois, ça peut ne pas passer. On a bien le content qui est ici, vous voyez, qui correspond au bloc qu'a généré la fonction save. Ok. À voir si la route est bien targetée, actualisée. Donc là, c'est vide. Est-ce qu'on récupère... Non. Array oui, c'est normal, forcément. Si je mets ceci, il faut en fait utiliser JSON en code de content. On va utiliser ceci. On va actualiser la page. Et là, on voit bien que ça a été sauvegardé. Maintenant, il faut récupérer ce contenu et l'afficher correctement quand on va actualiser la page. Ce qui est déjà le cas, puisque my bad, c'est ce que j'ai défini ici. Data .blocks this.currentPage.content. Donc on a bien, si je crée un heading, test, que j'actualise la page, c'est bien, ça s'est bien rafraîchi parce que j'ai du contenu dans ma base de données. Je dispose ici de mon JSON. Comme ceci. Bon, maintenant, ce que l'on va créer, c'est la fonction, c'est d'ailleurs plutôt le lien avec le titre, ça serait plutôt sympa. Alors, on va créer une propriété que l'on va appeler page title. Alors même c'est input page title. Arrobas type HTML input element. Alors du coup là on va récupérer, on l'a appelé page title, ouais, input page title. On peut, j'aime bien moi le mettre sous forme de classe. Donc du coup, ok. This.input.pageTitle égale document.querySelector.input.pageTitle. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, c'est ok. Utiliser un événement, l'événement TUp, pour faire comme Notion. C'est-à-dire que lorsque l'on va modifier le titre ici, ça va modifier et le titre de la page et le titre ici. En temps réel, hein, pour faire une application un peu dynamique. Donc ce que l'on va récupérer, c'est la valeur e. Alors current target.value.length. Est-ce que c'est égal à 0? Donc là, c'est simplement pour rajouter à la main sans titre lorsque c'est égal à 0. Sinon, e.target.value. On récupère la valeur de l'input. Alors, ce que l'on va faire déjà, oui, c'est effectivement récupérer. Il nous faut récupérer ceci. Le nœud ici qui correspond à la page actuelle. Donc ce que l'on fait premièrement, c'est de récupérer tous les liens comme ceci, toutes les encres. On va créer encore page array ou encore pages sans le mot array. Arrobase type array de HTML encore élément. Voilà. Donc là, on va dans le constructeur récupérer ceci, égale array.from document.querySelectorAll, puisque le document querySelectorAll ne retourne pas un tableau. Pas encore page. Donc là, c'est parce qu'ils ont tous une classe définie qui s'appelle encorePage
Et du coup, je peux faire ceci. Et du coup, current anchor page, il va être @type html anchor element. This.current anchor page, du coup, ça va être this.anchorpages.find. Ouais. Donc, on récupère là, anchor page.dataset.id est égal à this.pageid. Que l'on fait ici maintenant. Donc là, on récupère tout simplement le dataset, c'est ici data-id. .id. On récupère la page ID courante et on compare. Une fois qu'on a ça, this.current_page.innerText égale value. Document.title égale value. On actualise. On va tenter de modifier. On a des erreurs. Ok, il n'a pas retrouvé ici. Est-ce qu'on a bien nos classes? Encore page. Ok. Document.querySelector all find. Ok. On va tenter console.log this.current_page. Console.log this.anchorpages. Alors, on se retrouve bien avec ceci. Dataset ID, d'accord. Il est bien là. This.pageID n'est peut-être pas encore défini en fait. Je suis oui, à la ramasse. This.pageID peut être défini en premier. My bad. Hop. Test. Voilà. On a bien, vous voyez, c'est bien actualisé en temps réel. Ok, parfait. Donc maintenant, il faut rajouter à notre méthode patch. À notre méthode patch, le title. 6. Input page title.value. On actualise. Donc là, ma page 1. Je vais actualiser la page. Et ça s'est bien correctement mis à jour. Bon, maintenant, on va créer la fonction pour ajouter une page. Alors, async add page. Alors, premièrement, eh bien, on fait une requête pour récupérer la page ID. Wait, alors on met ça entre parenthèses, API.post. Et là, du coup, /pages. On récupère l'ID par, du coup, la clé résulte. Hein, si on va dans page contrôleur, add, voilà, résulte page getID. Une fois qu'on a notre page ID, on va créer du coup des éléments pour faire une copie de ceci. Donc là, il faut qu'on crée un LI, une encre avec toutes ces classes et dataset ID. Alors moi, j'ai le code ici pour aller un peu plus vite. Hop. Et voilà ce que ça va être. Alors, page liste, par contre, je ne l'ai pas. C'est parce qu'il faut. Alors, page liste, voilà. Allez ici. C'est la liste, donc c'est le UL. Je ne l'ai pas mis ici. Alors d'ailleurs, ici, je dois en avoir besoin qu'à ce niveau-là. Donc, on va faire un document.querySelector.pageList. Et avec la punchild, donc la punchild, on ajoute notre élément à notre liste. Donc notre titre est toujours son titre quand on crée un élément, une nouvelle page. Ok, on a ajouté les classes ici avec classlist.add, le dataset ID, le href pour pouvoir se diriger vers la nouvelle page créée. Ce qu'il nous faut faire du coup, c'est récupérer le bouton ajouter une page qui a l'ID btn add page. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est utiliser document, document.querySelector btn add page.eventListener, clic.
Et du coup là, donc ça va être une méthode asynchrone. Await this.addPage. Donc la fonction qu'on vient tout juste de coder. On actualise la page. On va cliquer sur ajouter une page. Et on a un problème. Alors, oui, c'est normal. API.post, méthode post, ok. Ah non, le post nous a fait un redirect. Ok. On va vérifier page contrôleur. Ok. C'est parce qu'ici, il faut que l'on définisse méthode get uniquement et on ne devrait plus avoir de problème. Voilà. On a bien les titres qui apparaissent et on a bien nos petites pages qui apparaissent correctement. Super. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de créer un contexte menu dans page/index.html.twig. Dans mon conteneur, par exemple, div, classe égale, alors, on va utiliser liste groupe, qui est la classe de Bootstrap, et contexte menu, qui est une classe que vous avez importée avec le fichier dist récupéré de la description. Ici, on va tout simplement ajouter un bouton, avec une classe liste groupe item, liste groupe item action, et on va l'appeler btn delete page, supprimer. Le but, en fait, ça va être de faire un clic droit sur nos items ici, et d'avoir juste supprimé, et de pouvoir supprimer une page. Donc ça, on va pouvoir le faire en JS, API.js, app.js, pardon. À ce niveau-là, de nos encore pages, tac, this.encorePages, et donc pour chacun, encore page, on va ajouter encorePage.addEventListener, contexte menu, qui va nous permettre de modifier le contexte menu actuel. On va cliquer sur e.prevent, on va exécuter le code e.preventDefault, on va actualiser la page, et si tout se passe bien, les clics droits ici ne fonctionnent plus. Normal, puisqu'on a annulé le comportement par défaut. On va créer une fonction showContextMenu. showContextMenu. Hop. Avec en paramètre l'événement. Donc là, pour récupérer... il nous faut récupérer le contexte menu aussi la div contexte menu. J'utilise une propriété qui va être de type @type html div élément. Alors, this, mince, je vais mettre ça là. List.contextMenu égale document.querySelector.contextMenu. Voilà, on sélectionne cette div ici. Donc, this.contextMenu, il faut le faire apparaître juste à l'endroit où on clique avec la souris. Donc, .top égale e.client y pixel. Contexte menu ici. Donc là, c'est un mouse event. Donc pour avoir l'autocomplétion, on va utiliser la JSDoc mouse event. Voilà. Au niveau du top, au niveau de la gauche, du coup, c'est client Y. Et enfin, on va ajouter une classe à notre contexte menu, add visible. Ok. Ce que l'on va faire, c'est créer un paramètre, oui, une propriété, que l'on va appeler clicked encore page, donc on va l'encre courante sur laquelle on vient de cliquer. Type HTML encore element. Et donc, this.clicked encore page égale e.target. Hein, c'est lorsque je vais cliquer ici, ça va me mettre cet élément en mémoire. Donc là, on va utiliser this.showContextMenu.
Voilà. Je vais actualiser la page. J'ai une erreur. Parce que je n'ai pas passé en paramètre l'événement, c'est normal. Actualiser. Supprimer, supprimer, supprimer. Maintenant, il faut pouvoir, donc là on clique sur supprimer, supprimer l'élément, mais aussi lorsqu'on clique en dehors, eh bien faire disparaître ceci. Donc là, il faut ajouter un événement sur le body. Document.querySelector du body. Add event listener, clic. Donc là, quand on va faire un clic en dehors, this, .context menu, .classList, .remove, visible. Et il faut passer ici en paramètre true pour que ce soit plus deep en fait et que lorsqu'on clique vraiment sur n'importe quel élément du body, eh bien le contexte menu disparaisse. Supprimer. Si je clique à l'extérieur, maintenant on voit bien que ça dégage, tout simplement. Du coup, là il va nous falloir sélectionner le button Delete Page, ajouter l'événement, clic. Sync. Tac. Une fois qu'on l'a sélectionné, donc on va créer notre fonction remove page, enfin, remove ou delete, async delete page, const page id égale this.clickEdAnchorPage.dataset.id, await api.delete. Et là, on va faire slash pages, slash et l'id que l'on vient de récupérer. D'ailleurs, j'ai fait une faute de frappe. Donc, on va faire un truc, c'est que si jamais on supprime en fait la page courante, eh bien on va forcer le rechargement de la page. Window.location.reload. Sinon, hop, on remove le nœud this.clickEncorePage.remove. Le delete page, du coup, on va l'appeler ici. Await this.delete page. On va pouvoir actualiser la page, cliquer sur supprimer, récupérer la requête delete. On voit que tout s'est bien passé. Supprimer, 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 supprimer. Et si je supprime celle-ci, hop, on recharge ma page et en fait, il génère un nouvel ID. Il crée une nouvelle page. Automatiquement. Et je me retrouve du coup avec une nouvelle page. Test. Donc, vous voyez, des fois, ça fonctionne pas tout à fait. Voilà. Là, ça a marché. Il y a sûrement des améliorations à apporter à ce projet, mais je vous propose une première solution du coup, voilà, pour comprendre un peu comment ça marchait les blocs. Vous pouvez vérifier un petit peu comment c'est fait au niveau de la sauvegarde en base de données. Et on a un petit Notion maison qui marche plutôt correctement. Et donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez poser vos questions en commentaire si jamais vous avez un souci, ou alors aussi m'envoyer un MP sur Twitter. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures avec Symfony de langage de programmation. Salut!